Alors, bonjour à tous, j'espère que l'audio est correct. Je vais, enregistrer la correction sur, ce QCM pour mercredi, 5 octobre sur, glucides, lipides, enzymaux. Du coup, voilà, normalement, vous avez fait le QCM, Dan vous l'a filé et là, c'est la correction que je vais essayer de détailler un peu plus que, dans la correction que vous allez avoir aussi en papier, pour essayer de vous expliquer les petits pièges que j'ai faits et ce que je pense qui est important de connaître ou non. Alors donc question 1, question assez classique, donc la réponse AD. Donc sur les 2 premiers, j'essaie de vous piéger sur les formules. Donc là-dessus, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper parce que, il y a une certaine logique derrière ces formules. Vous avez bien vu en chimie orga que pour chaque type d'atome, il y a un certain nombre de liaisons possibles. Par exemple, 4 pour le carbone, 2 pour l'oxygène, 1 pour l'hydrogène, et cetera et vous voyez bien que, par exemple, la formule B et on ne pourra pas la créer parce que, par exemple, 12 carbone avec 4 liaisons, ça voudrait dire qu'il faudrait à peu près 50 autres molécules pour faire une liaison, ce qui paraît difficilement possible avec 18 autres. Pareil, formule glucose H2O, non, on sait bien que l'H2O, c'est pas du tout ça. Question D, les glucides ont un rôle structurel et énergétique. Alors là, oui, évidemment, ça c'est, il faut bien comprendre en fait à quoi vont servir les glucides, d'autant plus dans le contexte où on a fait lipides et enzymes après. Il faut bien comprendre que les glucides, on en parle enfin, que l'utilité des glucides par rapport à celle des lipides, etc., ça va vraiment être dans le rôle de structure et d'énergie, notamment avec la glycolyse et la bioénergétique que vous avez fait. Les os sont des composés hydrolysables. Pareil, c'est important à comprendre. Pas du tout, les oses, ce sont des, molécules de glucose simples, on va dire. Une molécule de glucose simple est un ose. Alors que pour être hydrolysable, il va falloir que ce soit des osides. Osides, c'est quand il y a plusieurs molécules de glucose, de fructose, de galactose, plusieurs, on va dire, composés, de glucose qui vont être liés les uns aux autres avec une liaison osidique et à ce moment-là qu'on pourra dire que c'est hydrolysable et voilà. Question 2. Alors, pour la question 2, la réponse donc c'est BC. Pareil, ça, c'est à bien comprendre, à bien apprendre ces différences, cette partie sur les chefs de file des cétoses et des aldoses et notamment apprendre aussi les quelques molécules importantes, les fructose, glucose, leur composition chimique, sous forme de traits comme elles sont marquées. Parce que ça tombe pour de vrai le jour du concours et surtout regardez bien les QCM du prof à la fin du cours parce que c'est ce genre de QCM qui tombe régulièrement et notamment il a mis un QCM entier sur ces noms-là. Du coup ça c'est à bien comprendre. Donc au début je vous fais un petit piège, en vous parlant de cétose de chef de file à 3 carbones. Sauf qu'en fait, pour être un chef de file de la famille des cétoses, il faut avoir premièrement un carbone asymétrique et il faut avoir une double liaison, il faut avoir un C, double liaison O, CC. Et sauf que ça, on le remarque qu'avec 3 carbones, c'est pas possible de le faire. C'est qu'il nous faut nécessairement un quatrième carbone pour avoir cette liaison asymétrique. Voilà, donc la B est vraie. Chef de file des aldoses possède bien 3 carbones, c'est le glycéraldéhyde. On retrouve le glycéraldéhyde dans la glycolyse lié à 3 atomes de phosphate, appelé aussi 3-PGA. Alors là, j'essaie de vous faire un peu les liens entre différentes parties du cours. Effectivement, pendant, je crois que c'est la quatrième réaction de la glycolyse, on retrouve la formation en partie de ce glycéraldéhyde 3-phosphate qui va être ensuite le composé qui va se transformer pendant la réaction 5 au premier composé énergétique. Donc voilà, il faut bien réussir à faire le lien entre tous ces cours et donc effectivement, le glycéraldéhyde, on le retrouve à ce niveau-là. Donc là, les 2 questions suivantes, c'est sur la mutarotation, c'est quand on va passer donc un ose qu'on voit de base comme composé linéaire, c'est-à-dire on le voit tout droit avec à droite H et à gauche OH ou inversement. La mutarotation, c'est quand il va devenir cyclique, qu'on va dire le cercle va se refermer. Donc du coup, là, je fais des pièges sur alpha, bêta, et cetera. Donc là, en l'occurrence, les 2 sont faux. Voilà, j'ai assez détaillé dans la correction le pourquoi du comment. Question 3, pareil, là, je vous reparle de cette mutarotation, de ce moment où le glucose devient cyclique en solution. Donc là,
les bonnes réponses sont A, B, C, E. Donc, la solution de sucre à 6 sommets forme bien la pyranose et à 5 la furanose. Ça, c'est bien important à prendre parce que ça tombe pour de vrai. L'amidon est un polysaccharide, oui. Alors là, je vous piège entre la B et la C parce qu'en fait, pareil, c'est pas très compliqué, mais c'est la compréhension, il faut bien l'avoir saisi. C'est que les homopolysaccharides appartiennent évidemment à la famille des polysaccharides. Du coup, si je vous dis que l'amidon est un polysaccharide, c'est aussi vrai que si je vous dis que c'est un homopolysaccharide. En disant juste polysaccharide, je ne rentre pas dans la précision extrême. Et voilà. N'empêche que ça devient vrai. GAG signifie glycogène amidoglucose. Là, pareil, je vous piège pour voir si vous avez bien appris vos noms. Non, le GAG, c'est le glucose aminoglycane. Voilà. L'acide hyaluronique est un GAG de structure linéaire. Là, oui, donc effectivement, c'est vrai. Et tous les GAG, en fait, vont avoir une structure uniquement linéaire. C'est qu'il n'y a pas de ramification, comme par exemple comme vous l'avez sûrement vu avec la molécule de glycogène, où on voit le glycogène avec plein de ramifications, tous les 10, etc. Alors que tous les GAG, c'est une structure qui va être seulement linéaire avec des ramifications. Voilà, pour le cas de l'acide hyaluronique, c'est bêta-1,3 à l'intérieur, bêta-1,4 à l'extérieur, et je vous en reparle à la question suivante. Alors, parmi la question suivante, lesquelles des questions exactes? On retrouve beaucoup de méthionine dans l'acide hyaluronique. Donc là, j'essaie de vous piéger en essayant de vous faire confondre à la fois les acides aminés et à la fois ce cours sur les glucides. Alors, il faut bien faire la différence. En fait, vous allez voir qu'il y a 3 grandes unités en chimie. Unité chimique, on va dire. Il y a premièrement les acides aminés avec toutes les protéines. Il y a les, cette molécule de glucides, de glucose, fructose, etc. dans le cours des glucides. Donc, à bien faire la différence, c'est que la méthionine, ça va être une molécule qui va avoir une trentaine d'atomes, mais qui va être complètement à part de la molécule de fructose. Enfin, c'est deux ensembles différents, mais toutes les deux, alors avec les molécules de base carbone, avec les atomes de base carbone, hydrogène, oxygène, etc., on va pouvoir créer soit un acide aminé, soit un glucose, un fructose, etc., un ose, on va dire, ou alors la dernière catégorie qu'il va y avoir, ça va être des acides nucléiques. Quand vous allez faire les derniers cours de chimie sur l'ADN, vous allez voir qu'on peut avoir un assemblage de quelques atomes qui vont donner un acide nucléique. Il faut arriver à bien faire la distinction pour dire que l'unité de la matière, c'est les atomes qui vont pouvoir se regrouper en 3 grandes unités physiologiques qui sont les sucres, les acides aminés et les acides nucléiques. Donc là, j'essaie de vous piéger en vous mélangeant un peu tout ça. Il faut bien comprendre que dans l'acide hyaluronique, on parle uniquement de sucre et on ne parle pas du tout d'acide aminé. Donc dans l'acide hyaluronique, les liaisons internes aux disaccharides qui le composent sont les liaisons bêta-1,3, les liaisons bêta-1,3 et les liaisons entre ces disaccharides sont les liaisons bêta-1,4. Alors, là, je vous piège en pardon, du coup, je l'ai dit à haute voix comme si c'était vrai alors que j'ai écrit alpha 1,4 et le piège est bien là. C'est que dans l'acide hyaluronique, on a deux sucres qui vont former une unité disaccharidique. Et entre ces deux-là, il va y avoir une liaison bêta-1,3 et cette répétition de ces 2 sucres va se répéter un certain nombre de fois et entre ces disaccharides, ça va être une liaison bêta-1,4 et pas alpha-1,4 comme j'ai écrit. On dénombre 2 transporteurs SLGT ATP dépendants. Donc celle-ci est vraie, c'est la seule qui est vraie dans la question 4. Et on parle bien de SLGT1 et SLGT2 qui sont ATP défendants. Les récepteurs ATP non dépendants GLUT4, donc jusqu'à là c'est vrai, se trouvent surtout au niveau des entérocytes. Alors là, c'est la fin de la phrase qui est fausse. Non, ces récepteurs, on les trouve au niveau des muscles. C'est les GLUT2 qu'on retrouve au niveau des entérocytes. Les GLUT4, on les retrouve juste au niveau des muscles. L'insuline augmente la concentration de sucre intracellulaire en recrutant des récepteurs GLUT3 au niveau du cerveau. Là, pareil, je vous ai piégé, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais en fait, c'est le GLUT4 qui va avoir cet effet et uniquement au niveau des muscles et du foie ou des graisses. Parce qu'on dit que la capacité d'une cellule à stocker du sucre, ça va être seulement là où les cellules sont insulinodépendantes. Et donc, c'est le seul endroit où on va retrouver ces récepteurs ATP non dépendants GLUT4. Donc au niveau du cerveau, on ne parle pas d'insuline, on ne parle pas de tout ça. C'est qu'au niveau des muscles et
on dit des graisses d'un point de vue général, euh, pour dire autre, muscles et graisses pour la capacité à la fois enfin, être affecté par la concentration à l'insuline et par les récepteurs GLUT4. Question 5. Alors, question 5. Donc la réponse est elles sont toutes vraies. Donc il y a 3 étapes irréversibles dans la glycolyse, vraies. Ça, c'est très très important à connaître. Il y a la première, la troisième et la 10e. Et vous voyez, c'est souvent quand il y a des molécules d'ATP qui rentrent en jeu. Le réactif de la deuxième réaction et le produit de la première. Pareil, c'est un truc assez simple, mais c'est un peu de logique. C'est qu'effectivement, le réactif de la deuxième réaction est obligé d'être le produit de la première. Et donc, évidemment, s'il y a des questions qui vous posent souci ou quelque chose dans la correction qui n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou venir me voir si vous me croisez. Et avec plaisir, je vous répondrai plus personnellement. Donc, la dernière étape engendrera la création de 2 ATP à partir d'une molécule de glucose. Donc, ça, pareil, c'est très important à comprendre. C'est que vous savez que pendant la 4e réaction, notre molécule de fructose 1,6-biphosphate va se transformer en 2 molécules. Donc, le fructose 1,6-biphosphate a 6 carbones et il va se transformer en molécule à 3, en 2 fois des molécules à 3 carbones. Et en fait, c'est ces molécules à 3 carbones qui, au final, vont devenir 2 molécules de glycéraldéhyde dont on parlait au tout début. Et en fait, ces 2 molécules, elles vont, pour chaque molécule, il va y avoir les réactions 6, 7, 8, 9, 10. Donc effectivement, pour une molécule de base, on va avoir 2 glycéraldéhydes et donc on va avoir 2 pyruvates à la fin. Donc du coup, cette dernière étape, pour une molécule de glucose à la base, elle va créer 2 ATP. Donc ça pareil, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me demander ou demander à vos collègues à droite et à gauche qui ont peut-être compris, sinon venez me voir directement. Le Mg2+, c'est un cofacteur d'une des réactions réversibles de la glycolyse, oui, de la 9e réaction et de l'enzyme de l'hédolase. Donc du coup, ça, c'est très important, la glycolyse. Il faut surtout apprendre les produits, les enzymes et les cofacteurs. Ensuite, tout le texte qui va être associé sur Medibox est un peu moins important, mais il faut vraiment apprendre est-ce que la réaction est réversible, c'est quels sont les produits, quels sont les réactifs et est-ce qu'il y a des cofacteurs qui rentrent en jeu. Donc du coup, là, effectivement, c'est le cas de la 9e. Donc là, je vous fais un petit cadeau à la fin, parce qu'effectivement, pour vous rappeler à quel point la glycolyse est important à apprendre cette année, parce que ça tombe régulièrement. Il y a souvent 2 ou 3 questions en glucose, en glucides, pardon. Du coup, vraiment, la glycolyse, c'est par cœur, parce qu'il y a souvent une question dessus. L'insuline active la glycolyse et la synthèse du glycogène. Donc, du coup, là, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai pris une question du prof qu'il avait mis à la fin dans les questions. Donc, je t'ai vu que c'était les mêmes chaque année. Et en fait, moi, mon tuteur de l'année dernière m'avait dit que pour leur concours, il avait fait tomber une de ces questions. Donc du coup, c'est très important à apprendre, c'est que si vous galérez vraiment sur le cours des glucides, juste apprenez les questions de la fin du cours, il y en a 3, et elles tombent régulièrement. C'est que régulièrement, comme il a un peu la flemme de faire ces questions, il envoie ces questions-là. Du coup, là, je vous l'ai mis. Bon, on va corriger ensemble. Mais voilà, c'est des questions qui sont un peu poussées, enfin, qui sont un peu plus dures que les questions de base. Mais voilà, il faut se dire que si ça tombe, franchement, c'est des points qui sont cadeaux pour vous. Parce qu'en plus, avec le site, ça vous évitera de vous s'arracher la tête sur un truc un peu compliqué parce que vous aurez la réponse directe. Donc l'insuline active la glycolyse et la synthèse du glycogène. C'est vrai, contrairement au glucagon qui a l'effet inverse. Le fructose, donc les réponses vraies, là, c'est ABCE. Hein. Le fructose 2,6-biphosphate est l'effecteur allostérique qui régule l'enzyme clé cytoplasmique de la glycolyse et glycogénèse. Donc ça, c'est vrai, c'est une partie sur laquelle je n'ai pas fait de QCM, c'est après la glycolyse dans votre cours et la néoglycogénèse, si on voit tout le système de régulation. Et on voit qu'au niveau du fructose, là, c'est le 2,6-biphosphate et pas le 1,6-biphosphate, mais c'est ce fructose-là qui va avoir un rôle allostérique parce qu'en fonction de s'il est phosphaté ou pas, il va entraîner la glycogénèse ou la néoglucogénèse. C'est pour ça qu'on parle d'effecteur allostérique. Lors de la première étape de la glycolyse, le glucose est phosphoré sur sa fonction alcool primaire. C'est vrai aussi. La sortie au niveau des entérocytes se fait par le transport de type GLUT5. Ça, on l'a vu tout à l'heure, non. C'est au niveau des GLUT2 pour la sortie des entérocytes. OK. La biosynthèse des glycoprotéines met en jeu de nombreuses glycolyses transférases et se déroule dans le RE et dans le Golgi.
Alors ça, c'est, vrai. Donc, pour ce qui est du RE et du Golgi, vous allez avoir plus tout ça, vous allez vraiment l'avoir, enfin, c'est le sujet de très longs cours au 2e quad en biocellulaire. Mais si vous voulez, c'est, là où les protéines ou les glucides ou les sucres ou les acides aminés vont se créer. Donc du coup, si on vous parle de glycolyse, si on vous parle de biosynthèse et qu'ensuite on vous parle de réticulum endoplasmique ou de Golgi, c'est forcément vrai. Alors, question 7. Donc là, il n'y a que la B qui est vraie, donc c'est le début de cours sur les lipides. Les lipides, qui n'est pas un cours simple, donc qui n'est pas le cours le plus dur. Mais voilà, il faut bien le bosser un peu tout le temps, il faut arriver à le dégrossir au fur et à mesure, et ensuite ça ira mieux. Les lipides sont des acides gras. Donc là, je vous piège, non. Les lipides, c'est la catégorie de la famille dans laquelle une sous-famille sont les acides gras. C'est que les acides gras sont des lipides, mais les lipides ne sont pas des acides gras. C'est que la famille des lipides est plus large. Les acides gras saturés sont sous la forme C exponentielle en bas n, C facteur n, pardon, H facteur de n O2. C'est vrai, c'est la formule et on le voit bien, c'est que peu importe l'acide gras saturé que l'on va dessiner, on voit bien qu'à chaque fois ce schéma se répète. Les acides gras saturés qui ont entre 4 et 10 carbones sont des huiles et des graisses, enfin sont dans les huiles, dans les graisses comme vous voulez. Donc ça c'est faux parce que les huiles et les graisses, c'est ceux qui vont être entre 12 et 24 carbones. Entre 4 et 10, on dit que c'est le lait et ses produits dérivés. Les acides gras saturés entre 26 et 28 sont essentiellement des réserves énergétiques. Alors ça, il faut vraiment faire attention parce qu'il insiste énormément dessus. C'est que les acides gras saturés entre 26 et 36 carbone donc, sont des cires et surtout, ce ne sont pas des réserves énergétiques. Alors que dans les huiles, dans les graisses, ça va pouvoir l'être. Quand on est entre 26 et 36 carbone, ce ne sont pas des réserves énergétiques. L'acide arachidique possède 20 carbones et se nomme aussi N-eicosanoïque. Il est issu du lait et de ses dérivés. Donc là, je vous piège une troisième fois sur ce que vous connaissez, à quel niveau, entre 4 et 10, 26, 30, etc. Donc non, 20 carbones, ça appartient à la fourchette 12-24, 12-24, huile et graisse. Voilà, j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Mais avant, ce que je dis, c'est que l'acide arachidique possède 20 carbones et se nomme aussi N-eicosanoïque. Ce début de phrase est complètement vrai. Question 8. Il y a deux grands types de familles d'AG saturés, oméga 3 et oméga 6. Là, je vous piège sur saturé, insaturé. Faites attention. Ce genre de piège, ça arrive tout le temps. Donc là, j'essaie de ne pas faire des pièges trop vicieux, etc. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'année, quand je vais faire les EQ, en tout cas pour ma part, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans les pièges. Effectivement, là, le saturé, insaturé, normalement, il faut vraiment le voir directement. Les enzymes du corps ne métabolisent que les AG insaturés sous forme d'isomères trans. Pareil, ça c'est faux. C'est l'inverse. C'est que les enzymes ne peuvent métaboliser que les isomères 6 parce qu'on dit que les isomères trans, eux, vont être dangereux pour le corps. L'acide oléique, donc c'est un acide gras monoinsaturé, s'écrit aussi C18-1, entre parenthèses 9. Donc là, l'item est vrai et je vais essayer de le développer un peu. Donc C, donc ça veut dire le nombre de carbone, pardon, 18, ce qui est vrai. 2.1, là, le 1, il nous signifie qu'il y a une seule insaturation, une seule double liaison, qui est en position 9 par rapport à la fin. Donc là, effectivement, c'est le cas pour l'acide oléique. Donc, question 8. D. Chez les AG polyinsaturés, il y a une double liaison tous les 3 carbones chez les insectes. Donc là, vous pourrez me dire qu'effectivement, on n'en sait rien, peut-être que c'est comme ça chez les insectes. Et sauf que là, l'item, je le fais parce que pour le coup, c'est précisé chez les mammifères. Je sais que bon, c'est un peu bête de piéger sur les insectes, mais je trouve ça enfin, un peu cohérent, on va dire, parce que ça vous donne un exemple d'une information dont on ne connaît pas la véracité. Hein, je ne sais pas, et sûrement vous non plus, si les insectes ont bien une liaison tous les 3 carbones dans leurs acides gras. Mais comme l'information ne nous est absolument pas donnée dans le cours, à ce moment-là, on est obligé de mettre faux parce qu'on n'en sait rien. Donc du coup, c'est ce genre d'item que je voulais faire. Et peut-être que si vous vérifiez sur Internet, les insectes ont bien un acide gras une double liaison tous les 3 carbones. Mais bon, comme ce n'est pas précisé en cours, si vous tombez là-dessus le jour du concours, ces items un peu n'importe comment, on met faux. Acide linoléique possède 18 carbones. C'est vrai aussi, tout comme l'acide linolénique. Donc, linoléique, ce sont pour les acides gras oméga 3, linolénique oméga 6.
Les endocannabinoïdes sont précurseurs, donc question 9, hein. Donc là, je vous fais bon, vous allez voir. Question 9. Alors, les endocannabinoïdes sont précurseurs de l'acide arachidonique. Pareil, là, je vous embête pour voir si vous avez bien compris dans quel déroulé vont se faire toutes ces choses-là. Dans quel sens ça va être donc acide linolénique. Ça, je vous l'écris bien dans la correction, ça fait bien donc acide linolénique, donc c'est un oméga 3 à 18 carbone qui va se transformer en acide arachidonique qui va être du coup toujours un oméga 3 cette fois-ci avec 20 carbone. Cet acide arachidonique, ça va être le précurseur et des donc là on va parler des endocannabinoïdes qui eux-mêmes vont être les précurseurs des leucotyrènes, des prostaglandines, des thromboxanes, etc. Donc du coup, les endocannabinoïdes ne sont pas les précurseurs puisque ce sont les dérivés de l'acide arachidonique. Ensuite, l'acide arachidonique est lui-même précurseur de l'acide linolénique. Là, c'est faux, je vous mets encore le sens inverse. Il faut bien comprendre précurseur dérivé. L'acide linoléique est précurseur de l'acide arachidonique. Là, je vous piège en mettant linoléique et pas linolénique, parce que linoléique, c'est oméga 6 et linolénique, c'est oméga 3. Donc là, c'est le fait qu'il manque le N qui rend l'item faux. Ensuite, l'acide arachidonique va avoir de nombreux dérivés, comme certains types de prostaglandine, leucotyrène ou encore thromboxane. Vrai. Là, on parle de dérivés au second degré, mais on parle quand même globalement de dérivés. C'est que l'acide arachidonique, comme je disais tout à l'heure, va donner les endocannabinoïdes qui vont ensuite donner ce type de molécules. Mais l'item, pour moi, reste vrai. Les acides gras oméga 6 ont un rôle physiologique très important. Et donc ça, c'est vrai aussi dans l'immunité, dans le rôle cardiovasculaire et surtout dans le système nerveux. Question 10. Alors, donc là, on passe plus axé sur la structure, en fait, de comment se forment certains lipides, notamment le glycérol qu'on retrouve tout le temps et partout. Donc le glycérol est un glycéride avec un ou plusieurs acides gras. Et la question B, le glycérol est un glycéride sans aucun acide gras avec simplement 3 fonctions alcool. Donc là, la A est fausse, la B est vraie, parce que le, le glycérol, en fait, les glycérides, on va parler de monoglycérides, de diglycérides, de triglycérides. C'est quand cette molécule de glycérol va être liée à un, deux ou trois acides gras. Donc, du coup, glycérol, c'est celui qui va avoir encore ces deux fonctions alcool et ces deux fonctions OH, si vous voulez, donc ces deux fonctions alcool, sans aucun acide gras présent dans sa structure. La présence d'azote, de soufre ou de phosphore, comme dans les phosphosphingolipides, caractérise un lipide complexe. Donc là, j'espère que vous n'avez pas imaginé que j'essayais de dire qu'il y avait à la fois de l'azote, du soufre et du phosphore dans les phosphosphingolipides. Donc du coup, cette idée est vraie parce que c'est la définition quand on rentre dans les différents types de lipides. Il explique que les lipides vont être complexes quand une de ces trois molécules vont rentrer en jeu dans la structure. Le noyostérol possède 17 carbone, le noyostérol possède plus de 17 carbone. Là, j'essaie de vous piéger pareil. Le noyostérol possède bien 17 carbone, mais c'est ce noyau qui va donner de l'ergostérol, du cholestérol, qui eux, pour le coup, vont posséder plus de 17 carbone. Mais le cholestérol possédera toujours un noyau stérol de base avec ses 17 carbone. Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous. Et pareil, le cholestérol qui en possède 27, il faut vraiment apprendre à la fois donc, ces 27 carbones qu'il possède et surtout savoir qu'il y a ces deux fonctions méthyl, je crois en position 8 et en position 13, avec sa chaîne ramifiée de 8 carbones en position 17. Donc ça, c'est à très très bien comprendre et très à apprendre parce que ça tombe tout le temps. Ces pièges sur le cholestérol, sur les stéroïdes, etc. Donc, vitamine D. La vitamine D a deux origines. Et pendant sa production endogène, elle se fait hydroxyler deux fois, en premier au niveau du foie en position 25, puis au niveau des reins en position 1. Donc là, cet item, si je ne m'abuse, est juste. Donc là, j'ai mis un banco. Donc c'est vrai, la vitamine D a bien deux origines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois, elle a une origine exogène, c'est-à-dire que les UVB du soleil vont pouvoir créer de la vitamine D, donc partir du cholestérol et on va dire, pas en cramant, mais en ionisant très fort. Ça, vous allez plus le voir en physique à la fin du quad, qu'effectivement, les atomes et les UVB notamment vont pouvoir avoir une capacité radioactive qui vont transformer les molécules de cholestérol en vitamine D, pardon. Donc, du coup, à la fois deux origines exogènes
endogène, exogène avec les UVB des soleils qui vont ioniser les molécules de cholestérol qui vont être présentes à l'état physiologique dans la peau, puis l'origine endogène, où cette fois-ci, il y a deux désoxydations. La première au niveau du foie en position 25. Voilà, la position 25, on parle du carbone du cholestérol. Donc le 25e carbone du cholestérol va être hydroxylé au niveau du foie, puis ensuite au niveau du rein en position 1. Donc ça, c'est tombé en anal et le prof l'a fait en interchangeant, en mettant la première fois au niveau du rein en position 1, puis au niveau 25 au niveau du foie en position 2. Enfin, je ne sais plus ce qu'il a fait, mais vous m'avez compris, il a mis cette phrase fausse. Donc pareil, ça veut dire qu'il est très très scrupuleux sur les détails à apprendre de ce cours. Donc du coup, ça fait attention, faites-vous une petite fiche et vraiment retenez deux hydroxylations pour l'origine endogène et pas exogène. Donc deux hydroxylations, la première au niveau du foie 25, la deuxième au niveau du 1 en position 1. Les chylomicrons sont très peu denses. Donc c'est vrai, les chylomicrons, c'est ce qui va être le moins dense. Ça va être encore moins dense que les very low density lipoproteins, qui sont les VLDL, etc., jusqu'au HDL, qui sont les high density lipoproteins. Donc ça, voilà, si on fait un peu d'anglais, normalement c'est bon. Les ziptimides empêchent l'absorption intestinale du cholestérol libre. Donc ça, c'est vrai, c'est le rôle de l'eziptimib. C'est va être un des différents médicaments qui vont être hypoglycémiants. C'est les médicaments qui vont permettre, pas du tout, pas hypoglycémiants, pardon, mais qui vont permettre d'être hypocholestérolémiants. Excusez-moi, j'avais la tête dans les glucides. Donc du coup, les ziptimides, ça va être comme les statines, ça n'a pas le même effet sur le corps, mais c'est dans le même rôle de baisser la concentration en cholestérol pour notamment éviter les accidents cardiovasculaires. Donc, les ziptimides, ça empêche l'absorption des cholestérols libres, parce qu'en fait, au niveau intestinal, il n'y a que les cholestérols libres qui peuvent transiter et pas les cholestérols estérifiés. Donc là, je ne vous piège pas dessus parce que j'avais pas envie de faire. J'avais pas envie je trouvais que la question était déjà assez précise pour en plus vous mettre cholestérol estérifié. Mais faites attention parce que ça aussi, c'est des choses qui peuvent tomber. Les chylomicrons reçoivent de la part des HDL l'apoprotéine C2. Alors ça, oui, c'est l'échange qui se fait dans le sang entre les HDL qui vont posséder justement cette apoprotéine C2 à l'état physiologique, alors que les chylomicrons qui vont être créés au niveau de l'intestin, si vous avez bien compris, les chylomicrons, c'est ceux qui vont ramener les premiers cholestérols au niveau du foie, ensuite qui vont être retransités au niveau des différentes cellules qui en ont besoin avec les LDL et les VLDL. Donc du coup, les chylomicrons ne possèdent rien à la base et sont obligés de récupérer certaines apoprotéines pour se faire reconnaître par le foie, par exemple, au niveau du sang lors de leur transit. Donc ensuite, l'HDL est le bon cholestérol, c'est vrai. L'HDL est le bon cholestérol parce que c'est celui qui sort des cellules pour revenir au foie pour être potentiellement éliminé, alors que le VLDL et les LDL sont le mauvais cholestérol. Question 12. Donc là, on rentre dans l'enzymo, voilà, les cours de Wafik. Wafik, pour le coup, donc je vais vous donner un peu mon avis sur ce prof-là. Je pense que c'est un super prof. Un super prof qui vous fait des questions d'anal assez intéressantes, qui vous fait réfléchir. Du coup, ça nécessite une compréhension de son cours. Évidemment qu'il faut très bien le connaître parce qu'en plus, il piège sur des détails un peu pointilleux. Mais il faut avant tout avoir compris son cours parce que c'est ces questions-là qu'il va vous poser. Donc du coup, voilà, ce cours, il est vraiment à apprendre tranquillement, à bien décortiquer. Et voilà, c'est chiant au début, c'est dur, c'est long, c'est pas facile. Mais voilà, ce cours, il faut vraiment bien le connaître parce qu'en plus, voilà, 2 ou 3 questions lors du concours en U1 qui ou F7, ça fait vraiment la différence. Du coup, voilà, vraiment, il faut bien connaître et surtout bien comprendre ce cours. Donc, un catalyseur permet de diminuer le niveau d'énergie nécessaire à une réaction chimique. C'est vrai. Un catalyseur permet d'atteindre le même niveau d'énergie, mais plus rapidement. Donc là, je vous piège sur l'interprétation de l'utilisation du catalyseur. On vous dit que le catalyseur ne modifie pas le niveau d'énergie. C'est-à-dire que le catalyseur ne va pas permettre d'avoir plus d'énergie ou plus rapidement. Il va simplement permettre d'avoir un niveau d'énergie un peu moins élevé pour effectuer une réaction. Donc du coup, le catalyseur par lui-même ne va pas apporter d'énergie. Il va juste permettre de baisser le plafond qui fait passer la réaction du stade 1 au stade 2. Tous les enzymes, pardon, sont composés d'acides aminés, donc ça c'est faux. Il y a des ribozymes qui sont composés d'acides nucléiques, c'est dans les premières pages de votre cours. La plupart des enzymes matures ont dû passer par le Golgi et encore le RE. Donc là c'est vrai, comme les enzymes sont des protéines, les protéines sont composées d'acides aminés.
pour vous rappeler, donc complètement différent des sucres ou des acides nucléiques. Donc acides nucléiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 3 grandes familles. Les sucres pour les glucides, acides nucléiques, donc là pour le cas des ribosymes, qui vont être les enzymes qui ne vont pas être composés, qui ne vont pas être des protéines, parce que les protéines sont composées d'acides aminés et représentent 95% des enzymes, alors que l'acide nucléique va représenter du coup les ribosymes, donc 5%, ils disent plus ou moins en cours. Donc la plupart des enzymes matures ont dû passer par le Golgi et le RE. C'est vrai, on nous dit que c'est 95%, la plupart, ça marche. Une transformation protéolytique signifie on transforme sans couper. Ça, c'est faux, c'est la définition d'une transformation non protéolytique. Donc, quand on transforme sans couper, c'est souvent qu'on rajoute des groupes méthyl, du soufre, du phosphate, etc. Protéolytique, on coupe. Question 13. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? L'insuline possède 51 acides aminés, 2 chaînes et 3 ponts de sulfure au sein de sa structure. C'est vrai. Il y a bien 51 acides aminés, donc 2 chaînes, une de 21, une de 30, je crois, et 3 ponts de sulfure, un intrachaîne et 2 interchaînes. C'est-à-dire qu'il y a les 2 chaînes, il va y avoir 2 ponts de sulfure, donc entre 2 cystéines pour donner une cystine entre ces 2 chaînes différentes, et un autre qui va être au sein de la même chaîne. Donc ça, je vous laisse aller voir la structure dans le cours de Enzymo, on le voit assez bien. Donc ça, insuline, on vous en parle dans plein de cours, c'est vraiment à connaître. La POMC est sécrétée par l'hypothalamus, non par l'hypophyse. Bon, ça, j'espère que ce sera plus clair avec vous, avec un peu de physio et un peu d'anat. Mais voilà, c'est que vous allez voir quel type d'hormone sécrète l'hypothalamus et quel type d'hormone sécrète l'hypophyse. Donc, ils sont des glandes qui se situent au niveau du cerveau. Donc ça va être, de toute façon, même si c'est pas très clair pour vous maintenant, ça le sera un peu plus à la fin du quad. L'homme a autant de gènes que de protéines. Alors là, je vous piège pareil sur la compréhension. Non, c'est bon. Il faut bien comprendre que pour un gène donné, l'homme va avoir plein de protéines données. Et l'exemple un peu rigolo, je vous laisse rire ou non à ça, c'est qu'on vous dit que l'homme a autant de gènes que la mouche ou que le riz. C'est-à-dire qu'en termes de gènes, l'homme en a très peu. Mais par contre, on a la capacité, pour un gène donné, de développer en moyenne 9 protéines ou 10 protéines. Du coup, ça nous laisse une marge de manœuvre beaucoup plus large parce qu'il y a un facteur 10, facteur 15 en termes de protéines créées à partir d'un gène donné. Donc, il y a 2 grandes techniques de diversification d'un gène chez l'être humain. Je crois que ça, c'est un peu passé hors concours pour votre année. Je l'ai vu en vert, mais je pense que c'est tellement important à prendre que je voulais vous le mettre. Comme ça, au pire, vous le voyez une fois ici. C'est que, voilà, c'est que, comme je le dis, pour un gène, il y a plusieurs protéines et ces différentes techniques de diversification de gènes à partir de protéines à partir d'un gène, on, on vous dit que c'est, premièrement, il y a l'épissage alternatif et il y a des modifications protéolytiques et non protéolytiques dans le RE et Golgi. Donc c'est comme ça qu'à partir d'un gène, on va pouvoir avoir plein de protéines. Grâce à cette technique, épissage alternatif et on va dire un peu maturation des protéines dans le réticulum endoplasmique et dans l'appareil de Golgi. Les enzymes diffèrent des catalyseurs par leur structure chimique. Les catalyseurs sont des composés minéraux, tandis que les enzymes sont des composés organiques. Donc ça, c'est vrai. Voilà, rien de plus simple. C'est bien comprendre la différence entre enzymes organiques, catalyseurs, composés minéraux. Sans cofacteur, absolument aucune enzyme ne peut être active. Donc là, je vous piège sur la différence entre les holoenzymes et les haploenzymes. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a des enzymes qui vont avoir besoin d'un cofacteur pour fonctionner. Donc à ce moment-là, sans leur cofacteur, elles ne marchent pas. Mais on nous dit que pas toutes les enzymes, c'est pour ça que je ne mets absolument aucune, pour bien comprendre la restriction dans cet item, qu'effectivement, il y a des enzymes qui vont marcher sans cofacteur. Donc du coup, sans cofacteur, elles peuvent être actives. Coenzyme et cofacteur sont 2 synonymes. Donc là, c'est faux. C'est que les coenzymes sont des cofacteurs. La famille des cofacteurs est très large. C'est comme si tout à l'heure, je reprends les termes de lipides et d'acides gras sur lesquels je vous ai fait un piège. C'est que les coenzymes sont des cofacteurs, mais la réciproque est fausse. Les cofacteurs ne sont pas des coenzymes. C'est comme si les lipides sont des acides gras. C'est faux, mais par contre, les acides gras sont des lipides. C'est vrai. Du coup, coenzymes et cofacteurs sont des synonymes faux. La vitamine D, dont on a déjà parlé tout à l'heure avec les glucides, est liposoluble. Elle est souvent précurseuse des coenzymes.
Alors là, voilà, c'est vrai, pas grand-chose à dire à part qu'effectivement vitamine D liposoluble, c'est à prendre et c'est ce qui a marqué précurseur de coenzyme. Pareil, on peut trouver ça logique parce qu'on nous dit que coenzyme, c'est fait par des composés organiques. Organique, ça comprend tout ce qui est carbone, azote et cetera. Du coup, composés organiques. Les vitamines D, on a vu que c'était une structure de cholestérol qui est un composé organique. Donc du coup, liposoluble, souvent précurseur de coenzyme, composé organique. Ça, normalement, pareil, il faut arriver à faire un peu tous ces liens. Et dès qu'on voit quelque chose, arriver à se poser les bonnes questions, savoir organique, pas organique, liposoluble. Et même quand on revoit vitamine D ici, il faut se dire, ah oui, vitamine D, on a déjà parlé à ce moment-là. Et donc là, plus vous allez revoir les cours, plus vous allez faire des liens, parce qu'entre chaque cours, il existe toujours des liens. Le NAD, coenzyme de la réaction de transformation réversible de pyruvate en lactate, est composé de matières minérales. Alors là, je vous piège toujours sur cette définition de coenzyme organique, cofacteur, euh, cofacteur qui peut être organique quand ça va être un coenzyme, mais le cofacteur, il va tout engrouper. Or là, je vous mets coenzyme composé de manière minérale, non coenzyme de manière organique. Mais le reste de la phrase est vrai. Le NAD, ça va bien être le coenzyme de la réaction de la transformation réversible du pyruvate en lactate. Pareil, cette réaction de pyruvate en lactate, on en parle beaucoup dans le truc des glucides. On vous explique que ça va être la glycolyse anaérobie qui va produire que 2 ATP au lieu de 38, ou 38, je crois que c'est ça le chiffre. Le lactate, ou la lactate, je crois que c'est le lactate, DSH, a 5 isoenzymes, dont M4 et H4. Donc ça, pareil, c'est un exemple du cours de WAFI qui a bien connaître parce que les exemples, il les fait tomber, et surtout l'exemple sur le PCR, avec les degrés, je pense qu'il a sûrement dû vous le refaire cette année, mais ça tombe régulièrement, c'est exemple sur le PCR, sur les durées d'incubation, les températures, etc. Donc là, voilà, on dit que la lactate a 5 isoenzymes différents, ou isozymes, et il y a la M4, il y a la M3H1, M2H2, M1H3 et H4. Du coup, ça, c'est à connaître. Question 15. Donc, du coup, là, on parle de la PAM. Alors, la PAM, c'est l'amphi. Bon, pour vous faire un petit peu d'histoire de Wafik, c'est l'enzyme que le professeur Wafik a découvert il y a je crois, une petite dizaine d'années, et en fait, qui a un rôle physiologique très important. Du coup, lui, depuis 10 ans, tous ses cours, il y a toujours une énorme partie sur la PAM. Et notamment, du coup, dans ce cours-là, il nous fait une grosse partie dessus, et il fait souvent des questions dessus. Du coup, s'il y a un truc à connaître dans les cours de WAFIC, c'est premièrement l'exemple sur la PAM, deuxièmement, tous les exemples de PCR, etc. Donc, la PAM est une protéine. Oui, alors la PAM est une protéine, mais c'est aussi une enzyme. C'est la même chose. C'est que là, la PAM, on nous explique bien qu'elle est composée d'acides aminés. On dit 900 acides aminés plus ou moins. Du coup, quand on est composé d'acides aminés, on est une protéine. Elle a un rôle dans l'amidation de 70% des peptides en C-terminal. Ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, pour que vous compreniez un peu l'importance de cette enzyme, c'est que 70% des molécules de notre corps vont être maturées, on va dire, par la PAM. C'est que la PAM va avoir un rôle dans la maturation de ces protéines, notamment au niveau de l'amidation de 70% des peptides en C-terminal. Donc du coup, voilà, c'est pour vraiment comprendre à quel point c'est important. La PAM possède deux activités d'hydroxylation en N-terminal. Donc là, j'ai vu que j'avais fait une faute dans la correction. J'ai mis ABDE en réponse, alors que la vraie réponse, c'est ABCE. Mais dans la correction détaillée, normalement, c'est écrit ABCE avec la défausse. Du coup, la C est vraie. Et cette activité, donc, la PAM possède deux activités, dont l'hydroxylation en N-terminal. L'hydroxylation est assurée par la PHM. Donc, la première partie de la modification, PHM, la deuxième partie de l'enzyme de la PAM, la PAM. Ouais, je crois que c'est ça. La deuxième activité, la PAL, pardon. La deuxième activité n'est pas nécessaire à pH acide. Donc là, c'est faux. C'est que justement, on dit que la deuxième activité, donc ça veut dire que la première activité est assurée par la PHM, la deuxième activité, elle va être nécessaire, donc elle va être faite par la PAL, et elle va être nécessaire que quand on va être en pH acide. C'est-à-dire que quand on a un pH basique, c'est-à-dire 7,4, 7,5, et notamment dans le corps humain, donc on est à 7,2, 7,4,
À ce moment-là, on n'aura pas besoin de cette activité de la PAL et que la PAL, on en a besoin que quand on se met du coup dans des milieux qui vont être dits non physiologiques parce qu'en physiologie, on a un pH supérieur à 7. La PAM nous vient tout droit du chromosome 5, donc ça c'est vrai, c'est précisé, c'est une information comme ça. Voilà, rien de foufou, mais bon, c'est ça. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long. Je crois que ça fait, 40 minutes que je fais la correction. Bon voilà, j'espère que vous avez pas trop galéré dessus. Normalement, j'ai pas fait des trucs trop compliqués. Du coup, normalement, ça devrait un peu aller, je dis bien un peu. Du coup, voilà, bon ben, bon courage pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis évidemment là pour ça. Voilà, des questions sur quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou bien me voir si vous le voyez. Et voilà, bon, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain truc. Et voilà. Bon, allez, bon courage.